joli parce qu'il y avait du soleil hier après-midi. Ouais, mais Sur Facebook hier après-midi. c'est que c'est le temps qu'il a fait. Moi j'ai vu, j'avais vu que Bah, il fait partie de oui, bah oui, ça passe à l'école. Voilà, c'est bien. Parce que ça va. Le conseil associé de Noirterre a souhaité restaurer la briqueterie Bourreau qui était alors à l'abandon. Vous verrez, il y a des photos tout à l'heure là que j'ai mis sur les tables où on voit la briqueterie en 2009 et puis aujourd'hui vous verrez ça a bien changé. La partie la plus dégradée était le four à tuiles qui a été entièrement restauré par les agents du CTT de Noirterre, en particulier par Dominique qui est là. J'ai pas mis les photos parce que, enfin mon pire bureau est pas là, mais Dominique il grimpait sur le toit et puis bon, c'était pas toujours très réglementaire, mais bon. Voilà. Alors tout ça, ça a été fait en particulier par Dominique, après consultation et validation de l'architecte des bâtiments de France, qui est venu sur place, qui a écouté ce que Dominique proposait pour la restauration et ça a été validé. Donc voilà, on avait un chef d'équipe là qui savait exactement comment il fallait faire pour restaurer. Au printemps 2015, un groupe d'une quinzaine de bénévoles s'est réuni pour intervenir sur le séchoir. De mai 2015 à aujourd'hui, environ 25 demi-journées, soit à peu près 500 heures de travail, ont été effectuées. C'est à la louche. Alors, une partie de la charpente a été refaite, les deux pignons et puis un certain nombre de chevrons, de la charpente au niveau du milieu aussi, refaite à l'ancienne, avec tenon et mortaise. Le latis sous la toiture a été complètement refait en utilisant de la voliche de peuplier non délignée, je précise. Vous verrez, elle est toute de travers, mais le rendu est très sympa. La couverture a été refaite en tuiles tige de botte, à l'ancienne, avec rive et fêtage, à la chaux et sable de Vienne. Avec l'équipe de bénévoles, nous espérons que la briqueterie a retrouvé l'apparence qu'elle avait à la fin du 19e, lorsque Isidore Bourreau l'a fait construire. Grâce au travail de Dominique Laine, elle vous en parlera tout à l'heure, on sait maintenant que c'est en 1889 qu'Isidore Bourreau a demandé l'autorisation de faire construire cette briqueterie auprès de la préfecture de Niort. L'activité démarra rapidement et en 1914, son fils unique, Camille, est parti au front. Malheureusement, ce dernier ne reviendra jamais à Noirterre. Décédé le 28 janvier 1915 à Alexandrie, en Égypte, après avoir contracté le paludisme. L'activité de la briqueterie-tuilerie ne continua que quelques années. Isidore Bourreau, quant à lui, s'engagea pour sa commune et fut élu maire en 1919. Il y resta à ses fonctions pendant 22 ans. Et c'est en 1941 qu'il décida de démissionner en raison de son grand âge. Il avait 86 ans. Et à l'époque, il y avait l'occupation allemande et il a préféré laisser la place à son premier adjoint. Ce travail de restauration terminé, nous avons souhaité le faire connaître au plus grand nombre par la mise en place d'un circuit de découverte que vous pourrez faire si vous le souhaitez tout à l'heure. Il s'agit d'une balade de 3,5 km, accessible à pied ou à vélo, au cours de laquelle vous pourrez découvrir l'histoire des tuiliers de Noirterre, mais également comment les briques et les tuiles étaient fabriquées dans les 8 tuileries recensées à Noirterre du XVIIe au XXe siècle. L'équipe de bénévoles qui a travaillé pendant près de 2 ans peut être fière de sa réalisation. Je tiens bien sûr à tous les remercier. Je veux également dire merci aux services techniques de la ville de Bressuire, qui ont également participé à ce chantier, notamment par la fourniture de matériaux. C'est eux aussi qui ont réalisé les pièces de la charpente qui ont été assemblées après ici. Alors pour terminer, je voudrais inviter les bénévoles à venir par là, près de moi. Je vais les citer tous, enfin ceux qui sont là.
Ah, il y a Thomas Bernier, mais il est pas là. Il y a Christian Blair. Il est où, Christian? Il y a Gilles Dasboué, je le vois, il est dans le fond. Hélène Brosseau, notre féminine de l'équipe. Françoise. David Courgeot. Joël Denis, alors il est absent. Claude Fuseau, je l'ai vu tout à l'heure, il arrive. Dominique Fuseau. David Landreau, qui est absent. Johan Limo, je l'ai vu aussi, il est là. Gilbert Moreau. Rémi Moreau. Le papy et le petit-fils. Jean-Paul Motard, qui n'est pas là. Et puis Hervé Roger. 50 ans aujourd'hui. Qui a 50 ans aujourd'hui. Alors, pour vous remercier, avec Françoise, on a souhaité vous offrir un exemplaire de la revue qui a été faite par Histoire et Patrimoine. Alors, il y a tout un article fait par Dominique sur l'histoire des briqueteries. Alors de celle-ci, il y a une partie sur cette briqueterie, mais sur aussi l'activité des tuiliers à Noirterre. Donc voilà, on va vous en remettre. Voilà. Donc on vous en offre un exemplaire. Voilà, comme ça vous aurez une trace de ce travail qui a été fait et puis ça complétera en même temps. Je sais que vous êtes intéressé à l'histoire de ça, mais là vous aurez encore plus d'infos grâce à ce document. Voilà. Donc maintenant je vais laisser la parole à Dominique. Merci. Voilà. Je reparlerai un petit peu après. Oui, je te le repasserai pour conclure. Alors, d'abord, bon, c'est avec un grand plaisir que je suis donc à Noirterre aujourd'hui avec vous pour ces journées européennes du patrimoine. Et je suis donc là à plusieurs titres. D'abord parce que comme élu municipal de Bressuire, je suis en charge de la culture et du patrimoine. Je suis également membre délégué membre du conseil délégué de Noirterre. Et puis, je pense que vous l'avez compris, hein, je suis passionnée d'histoire et membre donc de l'association d'histoire locale, donc Histoire et Patrimoine du Bressuirais. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai été amenée à faire des recherches sur l'histoire locale et sur Noirterre. Alors, sur la demande de Jean-François Moreau, et pour accompagner le travail des bénévoles, eh bien, effectivement, j'ai fait quelques recherches sur les tuiliers, briquetiers et chauliers, puisque non seulement on fabriquait des tuiles et des briques, mais également de la chaux, donc dans les mêmes fours d'ailleurs, donc à Noirterre. Alors, c'est ainsi que nous nous sommes rendus compte de l'importance de cette activité à Noirterre, puisque, comme tu le disais, il y a eu jusqu'à 8 tuileries à Noirterre. Donc, il y a eu le Petit Puy, il y a eu le Four, il y a eu les Rémonières, il y a eu le Aubertin, il y a eu donc les Rémonières, je l'ai dit. Attends, je suis en train de faire mon circuit, mon circuit. La Maisonneuve, la Haute et Basse Folie. Et les chaboteries. Et les chaboteries que j'oubliais. Voilà. Alors, on a la preuve donc de l'existence de cette activité au XVIIe siècle. Mais on peut facilement imaginer que cette activité est beaucoup plus ancienne et remonte certainement au Moyen-Âge. En tous les cas, ce travail artisanal est exemplaire par sa longévité, puisque la dernière tuilerie va fermer en 1992 et il s'agit de la tuilerie de la Maisonneuve. Donc au moins pendant 500 ans, on a utilisé les 3 éléments de base donc, pour faire ces objets, que ce soit alors, ce que les spécialistes appellent les terres cuites architecturales, TCA. Donc on a utilisé 3 éléments de base, on a utilisé l'argile qu'on trouvait sur place, on a utilisé l'eau, l'eau dans le bocage il y en a partout, et on a utilisé aussi le bois donc pour faire les fournées, pour cuire donc, ces terres cuites architecturales. Alors si vous le permettez, je vais faire une très rapide description des différentes étapes donc, de fabrication de ces TCA. Alors d'abord il y a l'extraction. L'extraction, c'est-à-dire qu'on allait soit dans les bois, soit dans les champs, on allait donc chercher l'argile. Et aujourd'hui encore, on peut voir donc très facilement à Noirterre les trous
où on piochait ces terres, on appelle ça donc des terriers. Les terriers étaient donc les lieux d'extraction de cette terre. Alors on faisait ça à l'automne, on laissait reposer cette terre donc en surface, le gel, le dégel, tout ça, ça assouplissait la terre. Et ensuite, eh bien, on ramenait la terre dans les glaisières. Donc c'était ces bassins qui étaient sur les tuileries, qui permettaient de récupérer l'eau du toit. Et là, on malaxait la terre, donc pour l'assouplir. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est le malaxage. Et puis la troisième étape, c'est le façonnage. Donc notre surprise, ça a été de voir que le façonnage, c'était surtout un travail féminin. C'était surtout les femmes, et il y avait une activité féminine donc importante. Et souvent, c'était des femmes de journaliers, des femmes de domestiques, plus les femmes du tuilier, enfin les femmes, je veux dire les personnes féminines, les femmes et les filles donc du tuilier, eh bien, qui travaillaient et qui façonnaient donc à l'aide de moules que vous avez d'ailleurs représentés sur les panneaux pupitres. Donc il y avait des moules en bois ou en fer, et ça permettait donc de faire soit la tuile, soit la brique. D'ailleurs, au musée de Bressuire, vous avez donc des objets qui ont été récupérés par M. Jérôme Levitsky, qui sont donc en présentation au musée, ainsi qu'un petit film qui avait été tourné donc à la Maisonneuve et qui montre comment justement on façonnait ces tuiles et ces briques. Donc je vous invite, pour faire un complément, à aller donc au musée de Bressuire. Alors ce qui est intéressant aussi à propos de ce façonnage, c'est qu'on remarque qu'il y a une complémentarité entre le travail féminin et le travail masculin. Aux hommes, la force et le feu, et aux femmes, finalement, la création et le façonnage. Alors une fois que les tuiles et les briques donc, étaient façonnées avec les moules, eh bien, on entreposait ces objets donc, sous ces halles de séchage, pour qu'elles s'égouttent, pour qu'elles se vident de leur eau. Donc il y avait des étagères, là aussi il y a une photo qui représente bien cet aspect. Il y avait des étagères et on glissait donc les tuiles et les briques et on attendait plusieurs jours. Alors il fallait bien doser les courants d'air, il ne fallait pas trop de courants d'air, il ne fallait pas trop d'humidité. Donc souvent on mettait des barrières en brande, en bruyère, des claies, comme on dit ici, pour soit isoler d'un soleil trop fort, soit isoler d'un trop grand vent. Donc il fallait doser tout ça. Et puis la dernière étape, c'était la cuisson. La dernière étape, la cuisson, donc il fallait remplir le four qui est derrière vous, donc du sol au plafond. On y mettait donc les briques, les tuiles. On pouvait y mettre aussi les pierres de calcaire qu'on allait chercher du côté d'Hervaux, plus précisément à Soulièvre, ou alors même on allait jusqu'à Saint-Jouin-de-Marne, on ramenait ces pierres et on faisait des étages là aussi, donc c'était tout un art, on remplissait complètement le four. Et là, eh bien, il fallait faire un feu, alors un feu énorme puisqu'il fallait que ça monte jusqu'à 1500 degrés. Donc c'était quelque chose d'énorme. Et à cette époque, le tuilier, il n'a absolument pas d'instrument de mesure, donc c'est le savoir-faire, c'est l'expérience, c'est l'œil. Et d'ailleurs, sur les petites vidéos qu'on voit au musée, eh bien, on voit donc le tuilier de la Maisonneuve qui pardait. Alors, les petites fenêtres ont disparu aujourd'hui parce que ce four a été quand même assez transformé puisqu'il a été toit à bestiaux, alors toit à cochon ou à brebis, je ne sais pas trop quoi. Mais donc, cette grande ouverture là, elle a été quand même un petit peu remaniée. Mais sur le côté, il y avait deux petites ouvertures, donc comme deux archères. Et avec des grosses broches, des grosses pinces, eh bien, il extrayait une brique pour voir si elle était assez cuite, si elle était... Et là, c'était vraiment très... Il fallait être très, très habile parce que si la cuisson était trop faible, le produit devenait altérable avec le temps. Si au contraire, c'est comme le boulanger, si au contraire le feu avait été trop brutal, tout l'intérieur était brûlé, donc il fallait vraiment être très très attentif pendant cette cuisson. Et
puis après, il y avait la phase de refroidissement, là aussi, hein, il fallait être très prudent. Donc c'était vraiment tout un art, hein, que de faire cette cuisson. Parmi nous, on avait entre autres Dominique et puis Christian qui c'était un peu nos chefs d'équipe tous les deux. Et ils étaient là pour expliquer aux autres, transmettre aux autres leur savoir-faire. Et je pense que tous on en a profité. Moi j'avais jamais posé de tuile de ma vie et je pense qu'il y en avait d'autres c'était la même chose. Qui sont venus là parce qu'ils avaient envie de restaurer ce patrimoine, mais en même temps d'apprendre des techniques anciennes qui peuvent être utilisées après, voilà, chez soi ou sur d'autres occasions. Et puis, comme tu le disais, ça a été aussi des moments conviviaux. On a fait des pique-niques, des apéros, puis on continue tout à l'heure. Voilà. Donc ça a été un moment aussi enrichissant de rencontres. Donc pour ça, ça a été 2 années vraiment très sympas. Et je pense qu'il y a une attente. Alors certains m'ont dit, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a d'autres choses? Alors oui, bien sûr. Il y a d'autres choses qu'on pourra voir. Alors moi, on en a déjà parlé entre nous. Mon souhait, ce serait de travailler sur le lavoir qui est route de Saint-Sauveur maintenant. Alors, il est beaucoup plus petit que ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait réaliser prochainement. Voilà. Mais il faudra qu'on s'organise, qu'on mette les choses à plat pour réorganiser tout ça. Voilà. Encore merci d'être venu. Merci aux bénévoles. Et puis, je vais vous inviter à passer sous la halle. Vous allez en profiter pour regarder. Alors, il y a quelques photos du chantier. N'hésitez pas, faites le tour, allez lire les pupitres avec les explications. Vous pouvez faire la balade de 3 km où il y a d'autres panneaux explicatifs alors, près de la carrière d'argile, un petit peu plus bas, là, en contrebas. Il y a d'autres panneaux dans le bourg sur l'utilisation de la brique et de la tuile dans la construction. Voilà. Et puis, voilà, je vous invite à passer dessous et puis on va trinquer ensemble à cette réalisation. Merci. Bravo. Ah, voilà, la question, à quoi ça peut servir?